Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Mike, que vous avez peut-être entendu comme moi sur le podcast de Stan Leloup Marketing Mania. D'ailleurs, Stan que j'ai interviewé en janvier sur la chaîne. Donc, Mike, je voulais qu'on parle ensemble parce que Mike est employé, mais en même temps, il a développé un projet, un side project à côté, à 6 chiffres, qui lui permet de combiner, avoir un peu le meilleur des deux mondes dans son boulot et en même temps de voyager. Salut Mike. Salut Ambroise, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Salut. Oui, tout bonjour à tous plus tard quand je publierai la Oui, vidéo. bonjour à tous plus tard. Ouais. Ça marche. Donc, bah, écoute, Mike, la question que je pose en général au début, c'est quand tu es à un dîner ou une soirée, comment tu te présentes en quelques phrases? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, là, je vais te faire dans un dîner avec des gens qui me connaissent pas. Je ne parle que de ma casquette ingénieur. Je parle très peu en général de mon activité en ligne, mais bon, Ok, là, dans le cadre de notre discussion, je vais aller un peu plus loin. Donc, j'ai deux casquettes. La première casquette qui est celle d'ingénieur, c'est-à-dire je travaille comme ingénieur depuis que je suis sorti de l'école, donc depuis mes 23 ans. Dans le privé et je suis toujours ingénieur aujourd'hui. C'est un monde que j'ai pas quitté, en tout cas pas encore aujourd'hui. Mais j'ai également une autre casquette. Cette autre casquette, c'est celle de l'entrepreneur où j'ai monté plusieurs business, mais on va parler du principal aujourd'hui depuis 3 ans en parallèle donc de mon travail, de mon CDI. Et ce business principal, donc, c'est un site qui s'appelle Dragueur de Paris, qui est un site où j'exerce comme coach en séduction et qui est spécialisé sur les applications de rencontres, puisque aujourd'hui, les applications de rencontres, c'est un petit peu l'un des moyens primaires de rencontre entre les hommes et les femmes. Et j'accompagne les hommes qui sont pas forcément valorisés sur les applications de rencontres à se revaloriser pour qu'ils puissent faire les rencontres qu'ils estiment mériter sur ces applications de rencontres et soit se mettre en couple ou soit profiter de leur célibat. ok. Et au niveau de ta partie ingénieur, tu es ingénieur dans quel domaine? Dans l'aéronautique. Ok, d'accord. Oui, donc pas rien qui disposait à la base à partir de monter un business à côté dans ce domaine-là, quoi. Pas du tout. Même, je me rappelle quand j'étais en école d'ingénieur, ça arrivait souvent que des profs nous demandaient ouais, est-ce que l'entrepreneuriat, monter votre entreprise, c'est quelque chose qui vous intéresse? À cette époque, moi, je répondais un non ferme. Je disais non, non, l'entrepreneuriat, ça me tente vraiment pas. C'est vraiment pas un monde pour moi. Moi, je veux faire carrière. À l'époque, c'est ce que je réponds. C'est un petit peu ce que je Ok. répondais. Et alors, peut-être si tu nous emmènes étape par étape à comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais lancer un ou des projets à côté et comment est-ce que tu as démarré juste pour avoir une petite idée? Ouais, alors pour ça, je vais faire une petite transition sur la séduction parce que la séduction, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de ma vie depuis 11 ans. Donc, pour situer un peu le contexte, là aujourd'hui, j'ai 30 ans et je suis rentré dans le monde de la séduction à 19 ans, puisque à 19 ans, j'étais quelqu'un très timide, qui n'avait absolument aucun succès avec les femmes, qui avait très peu d'amis. Je passais 10 heures par jour devant le PC à jouer à Warcraft, des jeux comme ça pour ceux qui connaissent. Ma vie, c'était ça jusqu'à mes 19 ans. Et à un moment, j'ai atteint un point de rupture par frustration. Je me suis dit, bon, il faut que je me prenne en main parce que si je rencontrais quelqu'un, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la séduction. Et si tu veux, à l'époque, donc jusqu'à l'école d'ingénieur, mais aussi quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, donc j'avais aussi deux casquettes. J'avais ma première casquette qui était celle d'ingénieur dont j'ai parlé tout à l'heure, mais j'avais aussi l'autre casquette qui était celle du dragueur. C'est-à-dire que concrètement, en dehors du boulot, en dehors de l'école, je passais mon temps à draguer. Je sortais tout le temps en bar, en boîte de nuit. Je passais mon temps à traîner en bar de nuit, en boîte de nuit. Ensuite, sur les applications de rencontre quand c'est apparu. Et ça a occupé une très large partie de mon temps libre, sans parler du sport compagnie. Et il y a quelques années, je me suis mis en couple avec quelqu'un. Et du coup, quand je me suis mis en couple, forcément, j'ai arrêté tout ce qui est drague, compagnie. Et du coup, je me suis retrouvé avec une masse incroyable de temps libre en dehors de mon boulot. Je me suis dit, OK, bon, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je me retrouve vraiment avec un temps libre de fou et je me dis, bon, il y a deux options. C'est soit je me mets à glander devant des séries, à regarder Netflix, à m'asseoir sur un canapé et plus en bouger et faire comme la plupart des gens médiocres qu'on voit un petit peu partout. Ou bien, je vais faire quelque chose d'intéressant de ma vie, quelque chose d'utile surtout. Du Mhm. coup, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Ok, à l'époque, j'avais 7-8 années d'expérience en drague.
Je me suis dit, OK, bon, je sais draguer, je sais comment on fait, je sais comment on passe du zéro absolu à des résultats assez sympathiques. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient arriver à ça aussi. Il y a beaucoup Mhm. d'hommes qui en souffrent. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'utiliserais pas cette expérience pour en faire profiter les autres, pour en profiter les gens. Et c'est comme ça que j'en suis venu à le soir en parallèle de mon boulot. Au départ, j'ai commencé très simplement, c'était un blog. Je commençais par créer un blog, créer des articles, machin. Puis je pensais un peu comme tout le monde. Je me disais, Internet, c'est facile. Tu crées un blog, tu mets des articles et la magie va faire son œuvre. Google va te remonter sans que tu n'aies rien à faire dans un résultat de recherche et les clients vont arriver chez toi et ça y est, tu vas être riche, etc. Au début, c'est ce que je pensais. Évidemment, ça n'a pas marché. J'avais un peu de visites, mais je vendais rien. Et c'était même pire que ça. Non seulement je vendais rien, mais en plus mon blog, comme j'avais un ton qui était assez direct, plus qu'aujourd'hui à l'époque, c'était un peu la cible de divers groupuscules, de gens un peu extrémistes. Donc non seulement j'avais aucune vente, mais en plus j'ai été attaqué par diverses personnes. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, il y a un problème quelque part. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et au marketing. Parce que comme beaucoup de monde, je ne sais pas si c'est ton cas, Ambroise, mais comme beaucoup de monde, je suis rentré là-dedans parce que je ne vendais rien, parce que tout le monde s'en foutait de ce que je faisais. Je me suis dit, bon, Mhm. c'est pas normal. Et du coup, sur Google, tu tapes des mots-clés comme comment faire des ventes, comment gagner de l'argent sur Internet, etc., etc. Et petit à petit, tu enfonces la porte du monde merveilleux de l'entrepreneuriat et du marketing. Ok, d'accord. Ok, je vois un petit peu mieux. Puis j'aimerais bien qu'on parle comment dire, du moment où tu avais ton job et tu as commencé aussi à travailler sur un projet le soir. Parce que moi, c'est aussi ce que j'ai fait avant de devenir freelance, entrepreneur, etc. Enfin, je travaillais Ouais. la journée et le soir, les pauses midi, les week-ends, je travaillais sur mes projets à côté. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça et est-ce que tu as des conseils d'organisation pour les gens qui sont employés pour l'instant mais qui veulent développer un projet, que ce soit un projet entrepreneurial, devenir freelance, projet du même genre? Alors déjà, le conseil numéro un que je peux donner, c'est déjà de comprendre ce que j'appelle les limites de la carrière. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser en tant qu'ingénieur, au départ, j'avais un peu la croyance limitante que plus tu bosses dans ton boulot et plus tu seras payé, plus tu auras une augmentation forte. Mhm. Donc du coup, je comptais pas mes heures et je bossais comme un dingue sur mon métier d'ingénieur. Et je me suis pris ma première gifle à mon premier entretien d'annuel où j'avais travaillé largement plus que 35 heures et j'ai eu 2% d'augmentation. Ça m'a fait l'effet d'une gifle. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Je commençais à me dire, bon, ça vaut pas forcément le coup de passer sa vie à bosser comme un taré sur son boulot si c'est pour gagner 2% par an, c'est-à-dire à peine au-dessus de l'inflation. Mhm. Donc déjà, il faut se rendre compte de cette réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais j'ai pas le temps parce que je travaille trop. Je dis ok, tu travailles trop sur ton boulot d'ingénieur ou je ne sais quoi, mais c'est quoi la carotte? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Est-ce que tu fais ça parce que tu as 2% d'augmentation ou est-ce que tu as 20% d'augmentation à la clé? Et clairement, si tu n'as que 2%, et ben là, tu peux commencer à te rendre compte que ton boulot actuel, en fait, a de grosses limites et à partir de là, commencer à diminuer ton investissement au boulot. Mhm. Et ce qui m'amène à mon deuxième conseil, qui est de faire le tri entre les tâches qui vont te rendre visible et qui vont faire ta réputation et les tâches qui sont secondaires et que soit tu peux ne pas faire du tout ou soit déléguer. Par exemple, dans l'ingénierie, il y a beaucoup de gens qui sont très proactifs, qui vont un petit peu chercher les problèmes alors qu'il n'y en a pas forcément, Mhm. juste pour bien se faire voir dans sa hiérarchie. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans toutes les boîtes où j'ai bossé. Pour l'instant, j'ai fait 3 boîtes dans ma vie, non, 4, pardon. Et dans les 4 boîtes que j'ai fait, c'est un truc que j'ai vu partout. C'est-à-dire, il y a la tendance des gens à s'inventer des problèmes, à s'inventer des tâches Mhm. pour se rendre visible. Pour se rendre Et intéressant aussi et ouais, je vois. il y a un peu de ça, effectivement, parce que c'est la croyance que plus je suis visible, plus je vais avoir une augmentation. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et ce qui marche, en fait, c'est d'apprendre à tuer les tâches qui ne sont pas indispensables, Mhm. d'apprendre à ne pas répondre tout de suite aux mails, à laisser pisser des gens qui vous demandent tel ou tel truc.
Parce que ça, c'est un conseil que m'avait Ouais. appris un ami que j'applique tous les jours. Alors, c'était quoi le pourcentage? C'était un ami qui m'a dit 80% des problèmes se résolvent tout seul, Ouais, en soit par quelques les jours. autres, Ouais. soit par le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans le boulot. C'est-à-dire qu'au lieu de monter au front dès qu'il y a un problème ou machin, tu laisses faire, tu ne te réponds rien, tu ne bouges pas, tu fais autre chose. Et justement, pour faire autre chose, bah, tu peux bosser sur ton projet. Et quelqu'un d'autre va prendre en charge cette tâche parce que lui va avoir l'illusion qu'il va avoir 15% d'augmentation à la fin. Alors que non, il n'aura pas Mhm. 15, il aura 4-5 maximum. Ok, d'accord. D'autres conseils par rapport à ça? Sur l'organisation, peut-être là tu parlais du côté boulot, mais du côté projet à côté. Comment est-ce que tu t'es organisé pour travailler là-dessus le soir, le week-end? Comment tu t'es motivé, énergisé, organisé? Bah, je vais te dire, pour s'organiser, c'est extrêmement simple. Tu arrives chez toi, au lieu de regarder la télé, machin, tu bosses. Mhm. C'est peut-être un conseil extrêmement con, mais enfin, au niveau organisation, il suffit juste de s'y mettre. Donc, en fait, les conseils les plus difficiles à appliquer, c'est pas des conseils du genre organiser ses tâches, les to-do list, machin, ça, tout le monde sait le faire. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Le plus dur, c'est de se motiver à le faire. Et pour se motiver à le faire, le conseil numéro un que je peux donner, c'est peut-être un peu contre-intuitif avec ce qu'on dit ailleurs, c'est d'avoir une frustration suffisamment forte pour avoir d'énergie pour bosser. C'est-à-dire que Ok. si ta motivation pour bosser, c'est ah, j'aimerais bien gagner 100 euros par mois parce que c'est cool et que je peux m'acheter un iPhone à la fin de la journée, c'est pas assez. C'est pas avec une motivation comme ça que tu vas bosser. Mhm. Dans mon cas, la motivation, elle émane directement de la frustration que j'avais. Bon, j'en ai brièvement parlé, mais de la frustration abominable que j'avais Mhm. à 19 ans, dans la situation à laquelle j'étais. Et en fait, c'est cette motivation-là qui a fait que j'ai travaillé après année sur ce projet et que j'ai pu aider mes clients là-dessus. Parce qu'il y a une vraie frustration derrière qui découle en une motivation. Et c'est ça qui fait la force d'un business. Il faut Ouais. avoir une vraie motivation, bien sûr, mais cette motivation, pour moi, elle doit venir d'une frustration forte. Et dans mon cas, j'avais celle-ci à 19 ans, mais pour quelqu'un d'autre, ce serait une autre frustration. Mais il faut en avoir une parce que sinon, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu vas tenir 6 mois et tu vas abandonner parce que bah, un business, ça met plus que 6 mois à décoller. Mhm. Ouais, c'est sûr. Ok, je vois. Donc, avoir quelque chose vraiment qui te travaille, qui te motive à bosser. Yes. Ok, ça me plaît, ça me parle. Moi, c'était aussi comme ça. Moi, à l'époque, bon, j'organisais des événements en e-commerce à côté. Et j'ai aussi lancé mon blog. Moi, c'était sur le marketing en ligne. Moi, ça a toujours été un peu mon domaine pour répondre à une question de tout à l'heure. Euh, Ouais. j'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé en entreprise là-dedans, je travaille là-dedans en freelance. Donc, c'est ça. Ah, ça, tu avais déjà les bases. J'avais déjà les bases. Mais c'est bon, entre ce qu'on t'apprend à l'école et ce qui se passe vraiment en entrepreneuriat, c'est tout un monde. Ça n'a rien à voir entre les deux, entre ce que tu apprends concrètement sur Internet et à l'école? Bah, les principes sont les mêmes, mais après l'application et l'adapter aussi au web. Tu sais, en école, on t'apprend à gérer le marketing d'une grosse boîte, Ouais. de faire des stratégies, tu sais, les modèles des 5 P, de tout ça là. Mais dans la réalité, c'est bien de l'avoir en tête, mais après, il faut pouvoir l'exécuter dans un autre contexte et aussi un contexte qui change tout le temps. Et ça, on ne te Ouais. l'apprend pas vraiment. Bah, quand tu fais des boîtes, toi, c'est HEC que tu avais fait, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, quand tu fais une boîte comme HEC, j'imagine que les gens qui en sortent, ils ont pour vocation d'être cadre sup dans Mhm. des boîtes du CAC 40, tu vois. Ouais, Et c'est ça. pas Bah, pas de créer un blog sur Internet et de faire du marketing. exact, exact. Mais ouais, moi, c'était l'école, justement, j'ai toujours été tu sais, la spécialisation marketing, aussi technologie et entrepreneuriat. Comme ça, j'avais un pied Ouais. dans chaque partie et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens intéressants dans ces écoles-là qui n'avaient pas juste pour vocation de travailler en finance ou en consulting, quoi. Ouais. Ok. Et donc ouais, je voulais qu'on parle un petit peu un peu la raison pour laquelle on se parle et qui est intéressante, au-delà de ton projet, ce que tu as à nous apprendre par rapport au web, marketing web. Mais le choix que tu as fait justement au moment où tu as vu que tu avais un projet qui prenait, qui permettait en fait de remplacer ton salaire.
Je crois que tu parles dans l'interview avec Stan Leloup qu'il a remplacé ton salaire plusieurs fois même. Ouais, largement, ouais, largement. Voilà. Donc, comment est-ce que c'est quoi ton approche par rapport à ça, alors que la plupart des gens se diraient, OK, je monte un projet, je m'arrache les soirs, le week-end pour pouvoir me payer et dépasser ce mode de survie. Et après, je quitte mon boulot, alors que toi, tu as gardé ton boulot et ton projet. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, premier disclaimer avant de commencer. Aujourd'hui, c'est effectivement un choix que j'ai fait. Par contre, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, j'aurai toujours un boulot en CDI. À mon avis, il y a un jour où je vais finir par me barrer. Je ne sais pas exactement quand, mais je pense que ça finira par arriver un jour. OK. Mais aujourd'hui, bon, évidemment, le premier truc qui faisait que je gardais mon boulot au départ, c'était évidemment la sécurité financière. Mhm. Après, toutefois, évidemment, quand tu gagnes plusieurs fois ton revenu mensuel d'ingénieur avec ton site, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me barre? Est-ce que je continue à faire les deux en même temps, etc., etc. Mhm. Déjà, le premier truc que je me suis rendu compte, c'est que ça ne me gêne pas de faire les deux en parallèle. Parce qu'en appliquant les conseils que je t'ai dit juste avant, en fait, j'arrive à me dégager. C'est ça le pire en plus dans mon boulot. C'est que concrètement, en termes de travail effectif, je fais moins que 35 heures par semaine. Faut pas le Mhm. dire, hein, bien sûr, parce qu'on est en France et sinon, de pointe du doigt, on va dire ah, lui, il bosse pas, machin et tout. Mais en travail effectif, je fais moins que 35 heures par semaine et j'ai des super notes. Hein. J'ai les mêmes notes qu'il y a 4 ans. La boîte où je suis aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'y suis. Il y a 4 ans, j'étais un bourreau de travail. Là, aujourd'hui, je bosse 4 fois moins facile et j'ai des meilleures notes, tu vois, OK. pour te dire, donc pour casser une petite croyance limitante. Donc, en fait, je me rends compte que j'arrive parfaitement à concilier les deux et que ça ne me dérange pas de continuer dans ce mode de fonctionnement. D'accord. Ensuite, le vrai truc qui fait que je ne me suis pas barré, allez, on va dire, il y en a au moins deux. Non, deux, trois. Allez, trois. Le premier, c'est que ce que je fais dans mon boulot d'ingénieur, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire dans l'entrepreneuriat. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est un métier un peu confidentiel, ce que je fais. Mais ce que je fais, c'est impossible à faire dans l'entrepreneuriat. Mhm. Je te dis impossible, c'est impossible. Je fais un truc qui est vraiment, qui est vraiment super intéressant et c'est de l'ingénierie. Parce que ce que j'aime avant tout, ouais, je viens d'une école technique, donc ce que j'aime avant tout, j'aime le marketing bien sûr, parce que je me suis intéressé à ça, mais j'aime aussi la technique. Mhm. Et la vraie technique, c'est dans l'ingénierie que tu l'as fait. C'est évidemment monter un blog, machin. Et la plupart des gens vont me dire que c'est de la technique, mais non, ça n'a rien à voir par rapport à de la Mhm. vraie ingénierie ou au sens ingénierie. Et ça m'éclate toujours de faire ça. Et je sais que si je me barre de mon boulot, je vais tirer une croix sur l'ingénierie. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je suis prêt à faire. Je suis pas encore prêt à claquer la porte à l'ingénierie. Je le serai peut-être un jour, OK. mais ça, c'est vraiment la première raison qui fait que je veux pas encore quitter mon boulot aujourd'hui. Même si je le pourrais, même si je pourrais même gagner beaucoup plus en changeant de boîte d'ailleurs. C'est même pas pour une question d'argent, tu vois, pour te dire. C'est vraiment parce que le métier est intéressant. Ça, c'est la première raison. Après, deuxième raison, c'est que dans le poste où je suis aujourd'hui, je suis amené à voyager énormément. Bon, là, on est Mhm. en plein confinement au moment où on enregistre cette interview. Du coup, je suis cloué au sol, comme on dit. Mais sinon, en temps normal, je passe à peu près un tiers de mon temps en dehors de la France. Je suis tout le temps en train de voyager. Juste avant le confinement, par exemple, j'étais en Allemagne, en Pologne, par exemple. Mhm. C'est un confort assez sympa. Enfin, ça peut être une contrainte pour certains. Moi, je le vis comme un confort parce que le fait de voyager, tu voyages déjà, évidemment. Et surtout, ça te donne beaucoup de temps libre parce que tu n'es pas censé bosser, par exemple, quand tu es pendant 3 heures dans l'avion. Donc, quand tu es pendant 3 heures dans l'avion, je sais pas, tu peux écouter des podcasts, tu peux écrire un article, tu peux faire plein de trucs, en fait. Donc, Mhm. en fait, en soi, c'est du temps libre, en fait. Et puis ensuite, la dernière raison, c'est que l'endroit où je travaille aujourd'hui, en fait, j'ai plus ou moins un mentor à mon boulot, c'est-à-dire quelqu'un qui m'apprend énormément de trucs. Et j'ai toujours dit à des amis que si un jour je me barre de mon boulot, c'est peut-être le jour où mon chef s'en va. Si OK. effectivement mon chef s'en va, je vais perdre une grosse raison de rester parce que c'est quelqu'un qui m'apprend énormément de choses, qui me tire vers le haut, qui me fait progresser. Et si le jour où il va changer de poste, que ça arrivera forcément un jour, et où il sera plus là, effectivement, peut-être que je vais reconsidérer ce choix. Mais ça, c'est aussi l'autre raison pour laquelle je reste, parce que je conseille toujours à quelqu'un d'avoir un mentor dans la vie. Et moi, j'en ai plusieurs, mais cette personne-là, c'est un des gros mentors de ma vie. D'accord. OK.
Et ce qui m'intéresse particulièrement aussi, en plus du fait que tu mènes les deux, enfin, ton boulot et ton projet de front, c'est la partie voyage. Donc tu voyages, c'est pour ton travail que tu dois voyager, c'est ça? À la base, oui, c'est pour mon travail. Ouais. Ok. Et est-ce que tu voyages aussi pour ton projet maintenant, quelques années plus tard? Bah alors voyager pour mon projet, sachant que mon projet c'est un blog sur la séduction, la réponse est oui. Je Ok. voyage pour bon, j'ai pas besoin de faire un dessin, je pense que tout le monde voit de quoi je parle et c'est pour ça que par exemple je suis allé plusieurs fois en Pologne récemment. Donc c'était dans un Mhm. cadre de séduction, mais j'y suis allé aussi pour le travail. Je suis aussi allé dans ce pays à la base. Et ce que j'ai l'habitude de faire, en fait, quand je voyage, c'est par exemple, je vais dans tel ou tel pays, bah, je reste quelques jours sur place en perso, en fait. Et Mhm. soit je prends des congés payés ou des RTT, ou soit je prends des congés non payés, tout simplement. Donc, ça fait que D'accord. bah, je voyage de façon. Évidemment, je voyage pas autant que ce que je pourrais faire si j'étais full entrepreneur, full indépendant, machin. Ça, c'est une Mhm. évidence. Mais après, voilà, je suis pas quelqu'un forcément qui aime passer 3 mois à l'étranger ou qui a envie de tout plaquer pour partir à l'étranger. Donc des séjours courts de une semaine, 10 jours, ça me va très très bien. Et D'accord. c'est un mode de vie que j'apprécie. Et si, question un peu au-delà de ça, si jamais je sais pas, ton chef partait ou que tu voulais quitter ton boulot, est-ce que tu resterais au même endroit, donc à Paris, d'après le nom de ton blog? C'est une bonne question. Je me la suis déjà posée et je t'avoue que j'ai pas la réponse. Ok. D'un côté, oui, parce que j'ai choqué beaucoup de gens, mais j'adore Paris. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis arrivé à Paris de mon plein gré. Voilà, je ne fais pas partie des Parisiens qui ont envie de se barrer. J'aime beaucoup cette ville. C'est un gros vivier aussi en termes d'activité. Il y a beaucoup de choses à Mhm. faire là-bas, etc., etc. Et plutôt non, parce que quelque part, j'aimerais bien habiter dans un endroit un peu plus grand. À Paris, c'est compliqué. Et puis peut-être aussi l'envie de changer ou l'envie d'aller ailleurs. Donc, j'ai pas forcément de réponse à cette question, mais la Ok. question est toujours ouverte. D'accord. Non, c'est intéressant parce que de ce que je vois, tu as pas forcément un profil, tu un profil, même si tu avais ton entreprise et plus de boulot, tu pas forcément un profil nomade, tu des Non, petits pas du tout, voyages comme non. ça. Mais après, il y a aussi le profil plus expatrié qui est un peu entre les deux. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur web, il y a quand même beaucoup d'avantages à aller habiter ailleurs, ne serait-ce que pour changer d'air, pour profiter d'autres opportunités, etc. Et puis c'est aussi un moyen de casser quelques barrières mentales qu'on a quand on reste au même endroit. C'est à quoi comme barrière mentale, par exemple? Bah, la barrière mentale que tout peut être plus compliqué quand tu parles pas la langue, etc. Pas mal de choses aussi par rapport à la façon de voir les choses qui se passent. D'autres cultures. Je ne sais pas si tu as été par exemple en Asie ou Amérique du Sud. Asie, non, jamais. Mais ouais, c'est des choses qui peuvent te changer un peu la façon dont tu fonctionnes. Puis ça t'ouvre en fait tout un monde de possibilités, à la fois pour le business, à la fois pour les opportunités d'immobilier, un peu de tout en fait. Ouais. Puis c'est Ce tout un que j'aime pour l'instant, écosystème. c'est les voyages de nomades, mais en pas trop longs, en fait. Mhm. Dire par Ouais. exemple, par exemple, le dernier pays où je suis allé, c'était la Pologne. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. Mhm. Voilà, bon, là, je parle avec la casquette de séducteur, mais je préfère 100 fois aussi la mentalité des Polonaises que la mentalité des Françaises. Mhm. Et une fois, j'en discutais avec un pote. Je lui disais, bah, écoute, un truc que je me ferais bien, c'est de passer un mois et demi en Pologne Mhm. pour voir un peu comment c'est, pour voir comment je me sens, c'est-à-dire sur une durée un peu plus longue. Mais après, revenir en France, parce que je reste quand même, je sais pas si toi, tu as ressenti ça dans tes voyages, mais je reste quand même attaché à mon pays de naissance, malgré Mhm. tous les pays que j'ai vus. Malgré, par exemple, le pays que j'ai préféré en termes de voyage, c'est les USA. Ok. J'adore les USA. Mais je reste quand même attaché à la France dans tous les cas. Mhm. Je suis toujours content de rentrer en France, en fait, dans tous les voyages que j'ai fait. Ok. Ouais, c'est sûr que tu as toujours un attachement là d'où tu viens. Moi j'habite depuis 10 ans à Montréal, donc c'est un petit peu différent aussi. Moi, ma base en fait, c'est ici. Toute ma vie adulte, je l'ai passée ici. Donc ça change un petit peu les choses, mais c'est sûr que la France et l'Europe, c'est toujours des endroits où j'aime revenir Ouais. et qui sont un peu comme la maison. Ouais, tu te sens un peu comme à la maison, C'est effectivement. Ouais. ça. Euh,
Ouais, donc pour parler encore un petit peu de pour revenir un petit peu à ton business, tu disais que dans 5 ans, tu sais pas si tu serais encore employé au même endroit, et cetera. Comment est-ce que tu vois ton projet avoir évolué d'ici là? Alors, dans 5 ans, à mon avis, j'y serai plus. Si tu me réponds dans Mhm. 1 an où ce que je suis, dans 1 an, je pense que j'y serai encore, mais dans 5 ans, à mon avis, je n'y serai plus, OK. me connaissant. Là, comment ça se dessine? Il y a 2 choses. Il y a la première qui est, je continue de faire grossir mon site principal, Dragueur de Paris, puisque, Mhm. la casquette, de coach en séduction, c'est toujours quelque chose que j'adore. J'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler, avec mes clients. Ça continue. Par contre, j'ai pas forcément envie de faire que ça. C'est-à-dire si, Mhm. par exemple, je quitte, mon boulot un jour, j'ai pas envie de faire full coach en séduction. C'est pas un truc qui m'intéresse. OK. J'ai pas en fait, c'est pour tous les domaines, j'aime pas faire que un seul truc. J'aime bien faire au moins 2 ou 3 trucs différents. Mhm. Et là, le truc sur lequel je suis en train de travailler, c'est du copywriting tout simplement parce que là, grosso modo, ça fait 3 ans que je m'intéresse au marketing. Et la partie qui m'intéresse le plus dans ce vaste domaine, c'est le copywriting. Et c'est là où j'ai un domaine d'excellence que beaucoup de gens m'ont dit d'ailleurs, parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Mhm. Je devais faire pour rien te cacher, je devais faire des études littéraires à la base. Et OK. si je l'ai pas fait, c'est parce que tout le monde m'a dit qu'il n'y avait aucun débouché. Tout le monde m'a dit, tu pourras faire que journaliste. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait le plan B, qui était l'ingénierie à l'époque. Mais Mhm. l'écriture, c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui, et c'est pour ça que l'essentiel du contenu sur Dragueur de Paris, c'est avant tout de l'écrit. C'est aussi pour ça que je suis un gros fan du mailing quotidien. Je ne sais pas si c'est D'accord. quelque chose que tu connais, enfin tu dois sûrement connaître. Ouais, ouais, je connais. Je le fais pas, mais je connais, ouais. D'accord. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens que ça emmerde d'écrire un email tous les jours. Moi, j'adore ça parce que ça force à une rigueur d'écriture et puis surtout parce que j'adore l'écriture à la base. Et c'est pour Mhm. ça que je m'intéresse à un deuxième truc qui est le copywriting, parce que c'est de l'écriture, et c'est de l'écriture pour apprendre à vendre, pour apprendre à construire des sites bien faits, qui répondent aux besoins des gens, etc. Mhm. Et là, je suis en train de me spécialiser là-dedans et je suis en train de réfléchir à monter, à exercer comme, pas comme agence, mais à exercer comme copywriter sur d'autres projets. OK. C'est déjà quelque chose que je fais aujourd'hui avec mes partenaires, parce que j'ai des partenaires qui me confient une partie de leur copywriting. Donc ça me permet de m'entraîner dans d'autres domaines. Mhm. Mais à terme, je pense que je vais faire exploser le truc un peu plus et faire profiter mes compétences à des entrepreneurs qui ont du mal à faire décoller leur vente. D'accord. OK, je vois. Très cool ça. Ouais, c'est intéressant quand même si tu te dis: «Tiens, j'ai plus mon job dans 2, 3, 4 ans». Tu as quand même un autre projet en parallèle et ça fait son chemin en Faut parallèle. toujours avoir 2 choses en parallèle, même quand Mmh. tu es salarié. J'ai toujours des gens, ça me fait rire, hein, mais c'est un petit peu le problème que j'avais eu avec mon ex-copine notamment. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es de plus en plus en décalage avec les gens qui sont salariés et qui ne voient rien d'autre que ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Et au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, mais on était sur 2 planètes différentes, ça n'avait rien à voir. Et ces gens-là, ils me disaient: «Mais ouais, mais je suis en sécurité, j'ai un CDI». Moi, je dis: «Mais tu es en sécurité de rien du tout. Tu as un plan social, ta carrière, c'est fini, mec. Tu es viré». Mmh. Et que tu sois salarié ou entrepreneur, je trouve que chacun devrait avoir au moins 2 projets en parallèle au cas où il y en a un qui foire. Et même Mmh. si tu es en CDI, parce que quand tu es en CDI, si demain tu te fais virer, tu es bien content d'avoir une deuxième activité. Et sinon, tu te retrouves à pleurer dans la rue et à rejoindre la CGT, à manifester dans la rue. Ce qui ne sert absolument à rien de faire ça. Mmh. OK. Ouais, donc toujours un peu c'est un peu une notion de diversifier ses risques et aussi de pas s'ennuyer dans un projet comme dans l'autre, quoi. Ah, toujours, toujours, OK. toujours. Et donc si on parle un petit peu plus de business en ligne, de marketing justement, donc tu parlais de copywriting, je vais faire le pont là-dessus. Ouais. Toi, tu disais qu'au début, tu avais lancé ton site comme tu pensais et cetera et là, problème, pas de trafic, pas de vente. Catastrophe. Donc comment est-ce que tu as fait pour enclencher cette machine de trafic que tu as? Tu me disais que tu avais 2 000 visites par jour, quelque chose comme ça? Aujourd'hui, ouais. OK. Donc comment Mais est-ce à que tu as fait, l'époque, pour commencer et puis après pour grossir ce trafic?
Alors, il y a deux choses que j'ai fait. Il y a le premier où j'ai discuté de mes problèmes avec un autre ami qui était entrepreneur lui aussi et qui était entrepreneur dans le SEO. Et Mhm. du coup, c'est cette première personne qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau parce qu'en fait, on a fait un travail sur mon site où elle m'a aidé à me placer en première page sur mes pages de vente de coaching. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Ok. C'est-à-dire, on n'a même pas travaillé les articles et machin, on a juste fait remonter avec un travail de bourrin ma page de coaching pour que je puisse avoir mes premiers clients et pour que je puisse commencer à prendre confiance en moi à ce niveau-là. Ça, c'était le premier Ok. travail qu'on a fait. Donc, travail de bourrin, si tu peux juste un peu préciser Pas pour les. travail de bourrin, c'était backlink, compagnie, tu vois. Donc Mhm. après, dans le détail, moi, je suis pas expert en SEO. Je te dis ce que j'ai compris de ce qu'ils m'ont raconté, mais en gros, c'était essentiellement ça. Ok. Ma page est remontée et petit à petit, j'ai eu des premiers clients. Mais Ok. après, j'ai eu le deuxième problème, c'est-à-dire que j'avais une page de vente écrite en mode Kikoulol, ado qui connaît rien en marketing, Mhm. avec la croyance à l'époque. Quand je suis arrivé sur le marché de la séduction, il faut savoir que c'est un marché qui est saturé de base et qui est toujours saturé aujourd'hui. Il y a toujours plein de Mhm. rigolos qui se lancent tous les mois dans la séduction. Et à l'époque, je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme les Chinois. Je me suis dit, je vais être le moins cher du marché, comme ça, tous les clients, ils vont venir me voir. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des coachings de 3 heures. Essaie de deviner le prix que je facturais ça. Un 50 coaching euros? de 3 heures. Pendant 3 heures, tu accompagnes le mec pour brancher des nanas dans la rue. Combien je facturais ça au tout début? 50 euros? Ouais, 50 euros. Ok. Bravo. Ah, bien vu. Ouais, bah, je me dis, ouais, j'essaie de voir le prix que j'aurais pensé dans cette J'étais état-là. parti du SMIC, j'ai fait Ok. x3, j'ai dit allez, je prends un peu de marge Ouais. pour faire le coquin et hop, 50 euros pour 3 Ça, heures. c'est sûr, croyance limitante aussi à fond. Et à ton avis, quel genre de client j'attirais avec un tarif comme ça? Des désespérés, des étudiants, des. Ouais, des étudiants. Ouais. Et voilà, C'est. désolé s'il y a des étudiants qui nous écoutent, mais je vais quand même le dire, les étudiants, honnêtement, ce sont les pires clients que j'ai eu de ma vie. Ce Ouais. sont des mecs qui n'ont aucune notion de l'argent, qui pensent que tout leur est dû, parce que Mhm. ce sont des étudiants, parce que papa, maman leur paye le loyer, machin. Donc, ils sont par défaut biaisés parce qu'ils pensent que le monde leur est dû, que en plus, ils sont gavés de réductions partout, la Mhm. fameuse réduction étudiant. Donc, j'avais des mecs, 50 euros 3 heures, ils me demandaient une réduction étudiante, tu vois, jusqu'où ça allait quand même. C'était la prostitution à ce tarif. Hein. J'aurais pu aller au bois de Boulogne, j'aurais mieux gagné ma vie, tu vois. Et il y en a qui osaient me demander ça. Et c'est les mecs, quand ils sont en coaching, les mecs, ils sont pas investis parce qu'ils n'ont pas payé très cher. Et à l'issue des 3 heures de coaching, les mecs s'énervent si tu leur fais pas quelque chose en plus, si tu veux pas leur faire une petite demi-heure en plus parce qu'ils n'ont pas assez abordé de nana, parce que les mecs, ils n'osaient pas aborder. Mhm. Ça a été formateur, honnêtement, parce que ça m'a donné une énorme frustration. Je me suis dit, attends, j'ai pas envie d'être coach pour des gens comme ça. Ouais. C'est pas des gens comme ça qui m'intéressent. Et là, aujourd'hui, 2-3 ans plus tard, virage 180 degrés. Aujourd'hui, mes coachings, j'en fais pas à moins de 1500 euros. C'est mon tarif d'entrée minimum aujourd'hui, en tout cas, pour bosser avec moi. Ok. Et je reçois généralement des ingénieurs, des gens qui me ressemblent quelque part, des ingénieurs, des cadres sup, des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs aussi. Je ne vais pas donner de nom, mais j'ai eu plusieurs entrepreneurs, dont certains qui ont des chaînes YouTube et qui sont moyennement connus sur Internet. Mhm. Et ces mecs-là, ce sont des perles. C'est un bonheur de bosser avec des gens comme ça. Parce que ces mecs-là, ils ont conscience de la notion de travail, de la notion d'argent, de ce que c'est que de l'argent, de ce que c'est que le travail bien fait. Et les mecs, ils viennent en coaching, ils t'écoutent, ils prennent des notes, ils appliquent et ils ont des résultats. Alors que Mhm. l'étudiant, c'est l'inverse opposé. Ok. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc, ouais, tu disais, donc, tu as commencé par travailler sur ton SEO pour avoir du trafic et Ouais, le ensuite SEO d'abord. Ouais. optimiser ton message pour attirer le bon genre de personnes. C'est ça? Bon, ouais, après, il y avait le pricing, évidemment. C'est vrai que j'en ai un peu parlé longuement, mais Mhm. parce que j'ai été confronté à ça directement. Mais au-delà de ça, j'avais voilà, tout le copywriting qui allait pas, tout le marketing qui allait pas. Et du coup, j'ai commencé à chercher des solutions. C'est comme ça que je suis tombé sur divers marketing, dont le monsieur dont tu as parlé
en début d'interview, qui a été le premier chez qui j'ai acheté ma première formation en ligne, puisque quand je suis rentré dans le monde du marketing, j'ai découvert le monde aussi des formations en ligne. Je ne savais pas que ça existait. Parce Ouais. que dans ma tête, il y a l'école et après l'école, il n'y a rien. Et après l'école, dans ma tête, si tu voulais apprendre quelque chose, il fallait faire des trucs, des formations agréées par l'État ou des trucs comme ça. Mhm. Dans ma tête, tout ce qui était sur Internet était de l'arnaque. Donc, on voulait me vendre un e-book. E-book égale arnaque. Donc, ça Ouais. a été, je pensais ça. Et puis petit à petit, parce que les mecs, ils s'y connaissent bien en copywriting, au début, tu regardes un peu, puis après, tu regardes un peu plus en détail, puis petit à petit, tu rentres dans le fameux tunnel, comme on dit, le funnel. Ouais. Et puis je me rappelle très bien, ce jour où j'ai acheté ma première formation en ligne, c'était 2 heures du matin. J'étais sur la page de vente, j'étais en train de la regarder, je lisais tous les témoignages, ça avait l'air crédible et tout. Je me disais, je sais pas, ça coûte quand même 600 €, c'est cher quand même. C'était une somme pour moi à l'époque. Ouais. 600 €, c'était beaucoup pour moi. Et je regardais, j'hésitais et tout. Et quelque part, mon instinct me disait, vas-y. Du coup, je dis, bon, j'y vais. Mhm. Et puis là, voilà, c'est cours pour ingénieur qui connaît rien en marketing. Donc, j'ai appris le marketing en partant de zéro, mais Mhm. vraiment de zéro. Et ça a changé ma vie parce que là, j'ai compris que tout ce que j'avais fait sur mon blog, c'était de la merde, qu'il fallait tout jeter et qu'il fallait que je recommence à zéro. Et du coup, toutes les pages, je les ai retravaillées des dizaines de fois, quoi. Ok, d'accord. C'est comme ça que je suis entré dans le monde du marketing. Ouais. D'accord. Et donc là, tu as commencé à attirer des meilleurs clients, à augmenter ton trafic, etc. Et donc, on a parlé du début, un petit peu, tu disais le travail de bourrin optimisé, etc. Et la deuxième étape et l'étape, en fait, ce que tu continues maintenant pour la croissance, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemblent tes actions aujourd'hui pour le marketing? Tu parlais des emails quotidiens. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton quotidien par rapport à ton blog? Déjà, les emails quotidiens, ça m'a énormément aidé pour une simple raison, c'est que bon, j'ai certains sites qui attirent pas mal de visiteurs, Mhm. mais par contre, j'ai quand même une audience d'acheteurs qui est assez restreinte. Et en gros, quand tu construis un business, tu as toujours deux stratégies possibles. C'est soit tu vas miser sur l'acquisition et d'avoir le plus possible de gens, Mhm. soit tu vas t'orienter sur la fidélisation de tes clients. Moi, j'ai fait le choix numéro 2, donc d'essayer de garder les gens chez moi, Mhm. de les fidéliser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien parce que j'ai des gens qui sont arrivés chez moi il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, qui sont toujours là, il y en a qui achètent toutes mes formations à chaque fois que j'en sors une. Mhm. Et ce sont des mecs qui continuent d'avancer dans la vie et qui m'envoient des mails de remerciement tous les 2 mois pour me remercier de ça. Et aujourd'hui, c'est ma stratégie parce que ce qui m'intéresse, c'est la proximité avec mes clients. Je ne cherche pas à avoir 200 000 visiteurs par mois Mhm. et jamais revoir personne. Ce que je cherche, c'est d'avoir un cercle restreint de clients, mais avec qui j'ai des contacts assez proches. Et l'email quotidien me permet de faire ça, en fait. Ouais. Et donc, c'est vraiment une stratégie qui a changé beaucoup de choses dans mon business. Et puis aussi, parce que j'aime l'écriture aussi, comme je le disais tout à l'heure. Après, là, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je m'intéresse à la publicité. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Parce que là, Mhm. aujourd'hui, j'ai toute la partie SEO qui tourne tranquillement. Euh, je fais un peu de YouTube aussi, mais très honnêtement, j'ai aucun plaisir à tourner des vidéos sur YouTube. Mais alors, Mhm. aucun. Autant j'ai un plaisir à écrire des articles, mais des vidéos YouTube, j'en ai zéro. Donc, j'ai essayé plusieurs formats. J'ai une chaîne qui a 800 abonnés aujourd'hui, qui est vraiment très petite, hein, mais qui m'attire quand même des clients, parce que je me suis positionné sur des requêtes SEO. Mhm. Mais aujourd'hui, je ne cherche pas à faire grossir ma chaîne YouTube. Là, je m'intéresse à la publicité, donc pour attirer davantage de visiteurs et puis continuer à faire grossir le site en D'accord. expérimentant diverses stratégies. Donc, puisque la publicité, là, j'ai tout juste commencé, hein, ça fait quelques semaines que j'ai commencé. Mhm. Avant, j'en faisais jamais. Donc là, je teste ça, je vois un peu ce que ça donne et en fonction des résultats, soit je changerai de canal ou soit je ferai autre chose, quoi. Ok, Ou soit je d'accord. continuerai. D'accord. Puis j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de ton offre de produits. Donc, tu fais du coaching et aussi des formations en ligne, d'après ce que j'ai Oui. vu. Comment est-ce que tu en es arrivé à avoir ces deux offres-là en parallèle? Comment est-ce que tu les définis? Et raconte-nous un petit peu comment évoluer ton offre en fait pour en arriver jusqu'ici.
Alors, en fait, c'est très simple, c'est deux choses. La première, c'est au début, je faisais que du coaching. Mhm. Et il y a un moment, je suis arrivé à un point de saturation. C'est-à-dire que j'avais trop de clients. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à bien augmenter mes tarifs. Mais effet pervers, comme tu connais, tu as beau augmenter tes tarifs, ça écarte un certain nombre de gens, mais ça en Mhm. attire d'autres. C'est-à-dire, par exemple, quand tu augmentes tes tarifs, bah, tu vas écarter des mecs qui gagnent le SMIC. Par contre, tu vas gagner l'intérêt des cadres supérieurs parce que c'est des mecs qui pensent que cher égale intéressant. Mhm. Ce qui est vrai assez souvent d'ailleurs. Ouais. Donc, donc, du coup, je ne résolvais pas le problème de j'ai trop de clients, j'ai toujours trop de clients pour mes capacités. Mhm. Donc, c'est là que j'ai commencé à recruter une équipe de coachs et aujourd'hui, on est 5 personnes dans l'équipe pour Ok. justement m'alléger à ce niveau-là. Ça a été la première étape. Mhm. Et la deuxième étape, c'était il y a un peu plus d'un an. Ça fait très exactement 1 an et 3 mois que je fais de la formation en ligne. Et ça a été tout simplement un accident de la vie, c'est-à-dire je me suis blessé au genou à la musculation et je suis passé par une opération et pendant 1 mois, j'étais enfermé chez moi sans possibilité de sortir, un peu comme le confinement qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Donc, impossible de faire des coachings. Ok. Et donc, je me retrouve comme un con sur ma chaise devant le PC. Je me dis, bon, je fais quoi? Et ça, c'est un peu un leitmotiv que j'encourage chacun à avoir d'ailleurs, c'est d'utiliser entre guillemets, les accidents de la vie pour en tirer des opportunités. Moi, je me Mhm. suis dit, OK, j'ai le genou blessé, je ne peux pas marcher, je ne peux pas faire de photos, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bah, j'ai un PC, je peux faire des formations en ligne. En plus, j'en ai acheté plusieurs, je sais comment ça marche. Donc, transformons cet accident de la vie en opportunité. C'est comme ça que j'ai conçu mes premières formations quand j'étais chez moi. Mhm. Et j'ai vu que ça plaisait aux gens, que ça répondait à des réelles problématiques. Et du coup, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et puis aussi parce que ça me permettait de toucher plus de gens. Parce qu'en coaching, ta limite, c'est toi-même. C'est une limite Mhm. humaine. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as un cerveau. Il faut que tu dormes 8 heures par jour. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Alors qu'une formation en ligne, tu la tournes une fois, tu peux toucher 100 000 personnes avec, Ouais, ouais. sans diviser tes efforts, tu vois. Ok. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert cette deuxième gamme. Et puis aussi, une troisième raison, c'est comme je voyage assez souvent et que je n'ai pas forcément envie de me restreindre niveau voyage à cause des coachings, je me suis dit, bah, je vais créer une offre de produits en ligne. Comme ça me Mhm. permet de dégager du chiffre d'affaires suffisamment important pour faire ce que je veux sans devoir être physiquement présent systématiquement sur Paris. D'accord. Et donc, si je comprends bien, tes coachings, ils se font en personne? Oui. Ok. Ouais, c'est ça la nuance. Il y a beaucoup de gens qui pensent maintenant coaching en ligne, mais dans ton domaine, c'est vrai que c'est pas forcément le plus adapté pour toutes les situations. Bah, en séduction, les seuls coachings que tu peux faire en ligne, c'est du développement personnel. Mais même ça, Mhm. ça m'arrive d'en faire, mais ça reste assez marginal. Les coachings qu'on fait le plus, c'est sortir en soirée ou draguer dans la rue avec des gens. Mhm. Et Ok. ça, c'est présentiel obligatoire. Tu peux pas te promener avec le mec, il peut pas se promener avec une caméra et faire du Skype. Sur ça, c'est impossible, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu es obligé d'être présent et c'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe parce qu'aujourd'hui, les personnes qui s'occupent des coachings, ce sont les personnes avec qui je me suis entouré. D'accord. Et donc, tu as l'air de parler aussi d'un côté coaching, d'un autre côté formation. Est-ce qu'il y a, tu as une offre aussi hybride un petit peu entre les deux? Alors, si tu me dis Ou... ça, je peux parler de mon programme de mentorat. Ok. C'est-à-dire, voilà, c'est une formule d'abonnement pour parler marketing. Donc, j'ai une formule d'abonnement Mhm. qui est en fait un programme de mentorat où ce sont des personnes qui peuvent s'abonner et en s'abonnant, ils rejoignent mon cercle privé de gens pour tous se tirer vers le haut, comme on dit dans le jargon, trouver des wings, c'est-à-dire des partenaires avec qui sortir le soir, par exemple, parce que souvent Mhm. les gens qui sont timides, introvertis, ils sont tout seuls et tous leurs amis sont en couple, donc ils n'ont pas forcément quelqu'un avec qui sortir draguer. Mhm. Et on leur offre cette opportunité de rencontrer des gens qui ont les mêmes aspirations qu'eux pour qu'ils soient plus tout seuls. Donc ça, c'est le premier intérêt. Puis ensuite, le Ok. deuxième intérêt, c'est de débloquer des formations en ligne qui sont inaccessibles par d'autres biais, à un rythme qui est aujourd'hui de une fois par mois, et tout un tas d'autres contenus qui sont en ligne, et notamment un truc qu'on fait, j'appelle ça des consultations. Je fais des consultations en ligne une fois par semaine sur la communauté privée. Et là, pour le coup, c'est à distance, c'est en Mhm. ligne.
Et chaque semaine, on prend une thématique différente qu'on va creuser dans le détail. Et par exemple, celle que je vais faire demain, puisque la prochaine consultation, ce sera demain, pendant 1 heure et demie, je vais analyser les conversations Tinder, Adopt un mec, WhatsApp de mes clients en ligne avec tout le monde connecté. Et on va décrypter ensemble les conversations qu'ils ont eues avec des femmes qui sont en train de brancher pour relever leurs erreurs, là où ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, etc. etc. Et ça, c'est un petit peu une offre hybride. C'est à moitié du coaching parce que c'est un programme de mentorat, c'est-à-dire que j'accompagne en ligne des gens dans leur progression. Mais ce n'est pas du coaching privé en présentiel qui, lui, est beaucoup plus cher. Et ce n'est pas qu'une formation en ligne, puisqu'une formation en ligne, c'est préenregistré. Donc là, c'est un petit peu entre les deux, en fait. Ouais, c'est une formation vivante, quoi, avec ouais, je vois. Voilà, c'est une formation vivante qui est moins chère qu'un coaching privé. Donc, c'est plutôt destiné aux gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un coaching et avec quelques avantages du coaching, puisque il y a de la personnalisation, mais qui se fait en ligne, évidemment, qui ne se fait pas sur le terrain. Parce qu'un coaching sur le D'accord. terrain, en termes de pricing, ça n'a rien à voir. Ok. Et est-ce que tu as des conseils par rapport à comment bien développer son offre au niveau de la gamme de produits et du prix? J'ai envie de te dire de revenir aux fondamentaux. Que veulent les gens? C'est une question extrêmement conne, mais tout est là. Les gens, ils veulent quoi? Et là, dans l'activité que je suis en train de développer de copywriting, c'est le problème récurrent que je vois chez les gens qui ont des pages de vente pourries ou des sites qui ne marchent pas. Et les mecs, à chaque fois, ils me sortent ouais, je vais faire du high ticket, machin et tout. Je dis ok, mais tes clients, ils veulent quoi? Avant de me parler de high ticket, parce que le high ticket, c'est un truc un peu à la mode en ce moment. Ça, c'est ce que j'appelle le moyen. Mais avant de parler du moyen, il faut parler du besoin. Et le besoin, c'est tes clients, ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et en séduction, je t'assure que tu as des vraies surprises quand tu creuses dans le besoin des clients. Les mecs qui connaissent rien dans la séduction, ils arrivent, ils disent ah les mecs en séduction, ils veulent apprendre à aborder une femme. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ça, c'est le niveau zéro de la compréhension de tes clients. C'est pas ça qu'ils veulent, tes clients. Ils veulent pas aborder une femme dans la rue. Aborder une femme dans la rue, c'est un moyen. C'est un moyen d'obtenir quelque chose. Et pour qu'ils te disent ce qu'ils veulent vraiment, faut parler avec eux, faut poser des questions. Et c'est seulement après un quart d'heure de discussion que le mec, il va te dire ce qu'il veut vraiment. Une fois, j'ai eu une surprise il y a 10 jours. Lui, c'était un peu exceptionnel aussi. Des fois, j'ai des mecs un peu mystérieux qui m'appellent. Un gars, le pire, c'est que j'avais son nom et son prénom. Donc, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais il ne voulait pas me dire comment il s'appelle, son nom, son prénom, alors que quand il a réservé son entretien sur Calendly, j'avais ces informations. Donc, j'ai retrouvé sur Google. J'ai su après qui c'était. Et le mec, il était patron d'une grosse boîte en France. Un mec haut placé, vraiment haut placé. J'en dirai pas plus pour la confidentialité, mais le mec, c'était confidentialité absolue. Il voulait que je l'aide à draguer sur Tinder, mais sans qu'il se montre. Parce qu'il dit ouais, mais dans ma position, je ne peux pas m'afficher sur Tinder, machin. Et il commence à me poser des questions du genre ouais, est-ce que je peux prendre des photos de mon torse? Est-ce que ça va marcher, machin? Donc déjà, il commence à me poser des questions un peu cheloues comme ça. Et puis, dans ce qu'il voulait, enfin, je vais pas le dire ici, mais c'est pour. Je vais laisser l'imagination faire son travail, mais c'est un mec de 50 ans qui était marié pendant 20 ans. Qui est en instance de divorce et ce qu'il veut, c'est pas du tout ce que la plupart des gens pensent. Hein. C'est le mec, il avait des désirs assez élevés et il te le dit pas spontanément, tu vois. Il faut lui poser Ouais, des questions faut pour le savoir travailler ça. un petit peu. Parce que si tu restes au niveau zéro, le mec il va dire ah je veux des photos Tinder. Il dit, ok, non, ça c'est le moyen. C'est le Ok. moyen pour obtenir ce que tu veux. Donc, Ce que tu veux vraiment, c'est quoi? Tu vois? Et là, tu creuses et tu as des vraies surprises. Hein. C'est là que tu apprends à connaître les fantasmes des gens, compagnie, qui sont parfois assez inattendus. Quoi. d'accord. Ouais, donc, bien creuser, revenir à la base, parler avec ses clients, ses prospects pour aller vraiment répondre aux besoins profonds. Et les laisser parler surtout. Mhm. Ça, c'est une erreur que je vois souvent avec les gens qui je m'entoure en entrepreneuriat. Ok. Souvent, le client, il commence à parler. Et puis, le coach, il l'interrompt, lui dit ah ouais, donc tu veux ça, machin et tout. Non,
Moi, j'ai toujours une règle quand je passe des entretiens de vente. Mhm. C'est je commence par une question ouverte. Et après, je me tais. Je ne dis rien. Et j'attends qu'il y ait un gros blanc de 10 ou 15 secondes avant de parler. Comme ça, le Ok. mec, il va vider son sac, il va parler tout seul, il va se confesser, il va dire. Sauf exception, si c'est un mec extrêmement introverti. Parce que ces mecs-là, il faut un peu les tirer, il faut un peu les pousser. Il y a Ouais. des gens qui sont comme ça, qui ont du mal, qui ont beaucoup de mal à parler. Et ces mecs-là, il faut un peu faut poser beaucoup de questions. Par contre, il y en a d'autres, tu poses une question ouverte et après, tu te tais, tu le laisses parler et le mec, il va tout te dire. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est puissant, ça, les questions ouvertes et le silence en vente. Ouais, bah, comme en vente. Mhm. Tu, vois, Ouais, ouais. tu connais aussi le truc. En vente, c'est Mhm. très puissant aussi, hein. En négociation, tout ça. Ouais. Ok, parfait. Bah, écoute, Mike, on arrive vers la fin de l'interview. J'ai juste deux, trois questions encore à te poser assez rapidement. Si, donc, on a parlé un petit peu de ta position, etc., de ta situation, comment t'en es arrivé là aussi au niveau marketing web, etc. Si mettons, demain, ton site n'existe plus, on t'enlève tout, qu'est-ce que tu fais rapidement pour te recréer ton activité? Je crée un autre site. Ouais. Et c'est par rapport à la version 1 où tu vois, tu as galéré, tu as monté un truc, il n'y avait pas de trafic, tu as tout amélioré. C'est quoi les premières choses que tu fais dans la semaine? Dans la semaine, j'ouvre un site, je mets le strict nécessaire en ligne dessus, c'est-à-dire une page d'accueil, une page à propos pour dire que je suis, une page avec des témoignages, une page d'offres de coaching. Et comme mon site principal a fermé, qu'il faut absolument que je génère de l'argent, je vais sur des groupes Facebook, des groupes sur entrepreneuriat, machin, et je vais chercher mes premiers clients. Je vais les chercher, je leur fais des entretiens gratuits, des entretiens de vente, etc., etc. Mhm, Et je prends mes clients comme ça. Et puis ensuite, une fois que j'ai mes premiers clients, je creuse à mort pour comprendre quels sont leurs problèmes, surtout si je me lance dans un nouveau marché pour comprendre ouais, leurs besoins profonds dont on a mhm, discuté avant. Et au fur et à mesure que j'avance dans la compréhension de mes clients, à ce moment-là, je vais élargir et faire autre chose que du coaching et créer, par exemple, des formations en ligne pour générer plus de cash de façon passive. Et ensuite, uniquement à ce moment-là, j'ouvre une chaîne YouTube pour, maintenant que je connais le besoin de mes clients, pour élargir encore plus, avoir encore plus de clients. mhm. Donc, Je ok, ferai bah dans cet ordre-là. ok, c'est intéressant et puis ça rejoint aussi ma façon de fonctionner. Tu parles de chaîne YouTube, donc tu créerais plutôt du contenu vidéo que écrit si tu recommençais et que tu avais à choisir un canal, mettons. Alors, non, c'est vrai, là, j'ai parlé de YouTube, mais si je Mhm. recommençais, je pense que je repartirais de Google finalement. Parce qu'effectivement, je préfère Ok. l'écrit, mais aussi parce que c'est un avis personnel, on verra ce que l'avenir dira. Je pense il y a 5 à 10 ans, euh, il y avait trop de concurrence sur Google et pas assez sur YouTube. Du Mhm. coup, tous les formateurs marketing, ils ont dit hey, les gars, il faut aller sur YouTube, ça cartonne, machin. Du coup, tout le monde se jette sur YouTube. Et là, aujourd'hui, de ce que je vois, c'est qu'il y en a. Tout le monde a une chaîne YouTube aujourd'hui. Mais il y en a, je compte sur les doigts d'une main, les entrepreneurs que je connais dans mon cercle qui ont un SEO correct et qui apparaissent correctement dans les résultats de Google. Donc, Mhm. sous-entendu, il y a moins de concurrence aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que si c'était à refaire, je pense que je me mettrai sur Google et j'embaucherai un prestataire SEO pour mettre le paquet dessus, même si ça me coûte 2 000 € par mois, c'est pas grave, je le financerai avec les coachings Mhm. et ça me permettra de décoller plus rapidement que j'ai pu le faire dans le passé, du coup sur Google. Du coup, YouTube deviendrait assez secondaire finalement. D'accord, ok. C'était juste une petite précision, parce que tu parlais beaucoup d'écrit et là tu parlais YouTube, donc ok, parfait. Et puis, dernière question pour toi, Mike, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Alors aujourd'hui, sur mon site dragueurdeparis.com, si vous voulez me contacter sur des problématiques de séduction, bah, il y a un formulaire de contact. C'est dans une bulle qui est en bas à droite de l'écran. Donc, il y a une personne de mon staff qui répond ici. Depuis la page principale, vous pouvez rejoindre donc mon mailing quotidien, ce que j'appelle une formation continue pour recevoir un contenu gratuit tous les jours sur la séduction pour vous aider à être plus séduisant et à séduire des femmes qui vous plaisent. Et enfin, si ce sont mes compétences de copywriting qui vous intéressent plus, là, j'ai pas de site à donner parce qu'il n'existe pas encore, tout simplement. Dans ces cas-là, vous pouvez quand même me contacter sur Dragueur de Paris. Et là, mon assistant, suivant le moment où vous me contactez, il me redirigera vers vous. Et puis à ce moment-là, on pourra entrer en contact. Excellent.
Je perds ma voix, c'est pas le coronavirus, mais Pas encore, pas encore. pas encore. Bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte, Mike? Bah, écoute, non, c'est tout bon pour moi. C'était un plaisir en tout cas, très intéressant comme échange. Ouais, merci, merci beaucoup à toi d'avoir donné tous ces conseils-là. Et c'est intéressant, je trouve, de décortiquer un peu différents business, industries de ce point de vue-là et voir aussi ton format assez unique de garder ton travail parce que tu ne peux pas le recréer par l'entrepreneuriat et en même temps Ouais. d'avoir ton projet qui grossit. On verra où ça t'emmène, mais en tout cas, c'est assez intéressant comme format et on n'en parle pas beaucoup de C'est ce. si rare que ça, des gens qui sont dans ma situation? Je t'avoue que les gens qui ont des business en ligne, qui sont montés à côté, qui fonctionnent, ils quittent pour la plupart, la grande majorité, leur job. Ouais. Ouais, ouais, parce Et, qu'ils exercent un job qu'ils aiment pas, peut-être. exact. Soit ça, soit, ouais, soit que c'est. Ouais. Je pense que c'est la raison principale, c'est vrai. C'est vrai que quand tu fais un job que t'aimes pas, bah, c'est facile, dès que tu gagnes assez, tu te barres. Mhm, Par contre, si tu aimes profondément le job que tu fais, bah, ce qui est mon cas, mhm. là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ok. C'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Mike. Et puis, Merci à à très toi, vite. Ambroise.